Vipère au point, chapitre 22. Des économies féroces suivirent cette coûteuse cérémonie. Madame Réseau devenait d'ailleurs de plus en plus avare, selon un procédé fort en honneur dans les vieilles familles bourgeoises. Mon père lui allouait des crédits définis, répartis à l'avance sur les différents chapitres du budget. Tant pour sa garde-robe, tant pour la neutre, tant pour la cuisine. Folcoche trichait, lésinait maintenant surtout. Elle se constituait une cagnotte, l'investissait en petits placements personnels, boursicotait à la petite semaine, donnant des leçons à son seigneur et maître qui gérait si mal sa fortune. De fait, il faut avouer que si papa ne s'était pas cramponné aux valeurs à revenus fixes, aux emprunts d'État, la dot de notre mère, 300 000 francs or, aurait pu s'adorner d'un zéro supplémentaire. Il n'avait su que la maintenir à sa valeur nominale. Les plus vignecs en cette matière pouvaient se gauser des réseaux. Il ne s'en privait pas. Le protonotaire se vit donc opposer un refus très net lorsqu'il proposa de nous emmener en vacances en Tunisie. Cette détente était souhaitée par notre père, mais bien que l'oncle promit de nous défrayer de tout sur place, la somme nécessaire au triple voyage ne put être réunie. Folcoche ne voulait d'ailleurs pas en entendre parler. Pour le même motif, nous dûmes décliner un certain nombre d'invitations dispendieuses. Les expéditions généalogiques furent stoppées. Le stock de boîtes et autres accessoires entomologiques ne put être renouvelé. Pour ma part, je ne désirais pas tellement quitter la belle Angérie, du moins pour l'instant. Non, certes que j'y fusse plus heureux qu'auparavant et moins fracassé par Folcoche, mais les environs du manoir devenaient intéressants. Malgré toutes les interdictions que nous avancions de plus en plus loin, la mégère qui escomptait la grande affaire lâchait les rênes, quitte à bloquer le mort d'un seul coup au moment opportun. À mon tour, je me servais du gilet paternel. Les chemins creux où trottent les filles qui font la fossile sur l'épaule, coupés de la luzerne pour les lapins. Les chemins creux s'offraient à mes galoches. Croupette, que ses 13 ans et demi ne démangeait pas encore, pédalait sagement dans les allées sur le vélo que lui avait valu certaines trahisons oubliées. Mais Freddy et moi, les narines ouvertes, nous guettions les enfants de Marie, les gardeuses de vaches, la petite Bertine et surtout Madeleine de la Vergeraie. Nos prérogatives de fils du patron nous la rendaient accueillante. Aussi intimidée qu'elle, mais pas de la même manière, nous lui portions ses paniers, nous lui ramenions ses bêtes, elle n'était point dupe de ce brusque intérêt, et dans ses yeux s'allumait un mélange de raillerie, de crainte et de vanité. Cette fille était beaucoup plus avancée que nous. Je dois vous le dire, il y avait 3 mois seulement, qu'en tombant par hasard sur un couple de chiens en train de bien faire, j'avais reconsidéré la question et mis au point certains détails férocement tus par la pudibonderie familiale. J'avais été privé de ces petits camarades de collège qui sont généralement les initiateurs, pas toujours désintéressés, de leurs cadets. Je n'osais interroger mes frères, aussi tardifs que moi, sur ce chapitre, et victime de cette éducation qui considérait comme répugnante toute confidence sexuelle, toute phrase trop précise au point que je n'entendrais jamais dire d'une cousine « Elle est enceinte, mais seulement elle attend un bébé ». Les parties dites sacrées par les Grecs, les chrétiens les ont rebaptisées honteuses. C'est tout dire. Je vais peut-être vous faire sourire, mais mon ignorance était telle que je me suis longtemps représenté le sexe féminin non pas dans le sens vertical, mais dans le sens horizontal, comme la bouche. À quelque chose malheur est bon, et cette candeur me mit à l'abri du vice solitaire, ce fléau contre lequel nous n'avions jamais été mis en garde. Ma première réaction, après l'initiation du reste partiel aux choses de l'amour, leur fut nettement défavorable. Je n'éprouvais aucun dégoût d'ordre mythique, aucune appréhension de péché, le péché, la bonne blague, un mot, un prétexte, à punition, une entorse au règlement de l'Église, aussi arbitraire que le règlement de Folcoche. Non, je trouvais que la nature aurait dû doter les mammifères d'un système de reproduction analogue à celui des fleurs, les monoïques de préférence. Voilà qui est propre, poétique, accessible à tous les regards. Si propre, si poétique que les fleurs, ces organes génitaux servent à la décoration des salons et des chapelles. Certes, il ne me déplaisait pas que Folcoche appartienne à cette catégorie d'êtres toujours un peu malades, sointants et, pour tout dire, humiliés que sont les femelles, et plus particulièrement les femmes, mais à cela près, et si, vraiment, pour des raisons techniques, il était impossible au Seigneur de nous donner un style et des étamines. Il aurait pu généraliser la discrétion des oiseaux. Puis mon attitude changea. Je restais pur très longtemps, par orgueil, par souci,
comment dirais-je, par souci d'authenticité, mais les réveils matinaux, dont Victor Hugo a si bien parlé en vers, le poitrail de Madeleine, ses fuseaux, ses jambes d'enfant de Marie, endimanchées, montant vers on ne sait quoi, sous la robe, cette démangeaison du bout des doigts qui demande à palper comme des antennes et semble vouloir ajouter quelque chose au sens tactile. Cette sorte de faim, et c'en est une, qui part aussi du ventre et qui ne s'appelle pas encore le désir, toute une éruption de sentiments et de boutons, les premiers fournissant le pu des seconds, tout cela finit par avoir raison de moi. Aspic du soir, je vous entends siffler. Au nom de quoi faut-il vous taire? Il n'y a pas de complaisance envers la vérité, il y a la vérité, l'hésitation de mes périphrases. En ce moment, n'est-ce pas une dernière séquelle de cette formation chrétienne qui donne à l'instinct le sobriquet louche de tentation? Freddy, malgré ses 18 mois d'aînesse, sa compte et cet âge, et malgré d'analogues tourments, n'était ni plus avancé ni plus riche d'audace. Bien au contraire, une sorte d'accablement lui tombait sur les épaules, avec la puberté. Nous avions bien besoin de cette complication-là, maugréa-t-il. Je me rendis compte, assez vite, qu'il ne pouvait rien tenter sans moi. Comme sa taille et ses moustaches naissantes me faisaient du tort, je pris le parti de chasser pour mon propre compte seul. Le cartel des gosses expirait, d'autres joutes nous attendaient. Mais je n'avais pas l'intention de m'éterniser dans cet échange de sourires et de mots à double sens que les adolescents prodiguent aux adolescentes. Cette nouvelle vipère qui me grouille dans le corps, il fallait aussi l'étrangler. Et tant pis pour Madeleine, est-ce que Folcoche, pour assouvir je ne sais quel sadisme, a pris des gants avec nous? Madeleine est rougeaude, elle prend de plus en plus la tournure des filles craonaises que les potées et le lard froid engraissent trop tôt. Dans 3 ans, elle aura la démarche des oies grasses. Mais pour l'instant, c'est encore un piron, oison en patois. Assez tendre pour ce que j'en veux faire, pucelle ou non, je m'en fous, elle trouvera toujours un mari pour la valeur de son dos qui ne rechigne pas au binage, et de ses mains qui traitent remarquablement vite. Mais il faut l'approcher et la travailler. Ce n'est pas si facile, les paysans se couchent tôt et ne traînent pas dehors une fois la nuit tombée. En semaine, Folcoche veille, et je ne peux m'échapper que pour de brèves rencontres au pacage. Reste le dimanche, toujours scrupuleusement chômé, sauf en période de moisson, lorsque le curé en chair a donné l'autorisation annuelle, Madeleine, revenant des vers où elle chante, faux bien sûr, prend régulièrement le raccourci de Petit Bois. Ce que j'ai résolu, je le réalise généralement très vite. Je n'aime pas m'attendre ni attendre les autres. Toutefois, en amour, si ce nom peut être donné à cette première répétition particulière, en amour il faut être deux. Madeleine résiste, elle occupe, désespère, enthousiasme toutes mes vacances. Maintenant, lorsqu'elle monte au taxodier, c'est surtout pour m'interroger sur les résultats de ma cour auprès de la jeune vachère, dont les cheveux ont la couleur et l'odeur du foin frais. Je ne suis pas trop satisfait de moi. Et alors, garçon, où es-tu? Sont-elles si pures ces mains qui papent les épis? Se défendent-elles si bien? As-tu peur d'être surpris par Folcoche, cette autre femme qui s'est au moins 3 fois renversée sur le dos, et tu m'embêtes avec ta Folcoche? Laisse-la ranger ses timbres en compulsant Yver et Tellier. Voilà 30 fois que tu trottes en vain au pagage. Les colchiques de l'automne vont fleurir, les vacances vont se terminer, tu vas devenir moins libre. Il faut réussir avant la rentrée du B7. Ce besoin naturel, car tu le penses tel, est-il donc si gênant de le faire à deux? Tu voulais rester pur, idiot? Est-ce qu'on retient ses glaires lorsqu'on a envie de cracher? L'hygiène publique a inventé les crachoirs comme Dieu a inventé les femmes. La pureté n'exige pas la rétention mais l'exutoire. Je m'encourage, je me dope, je m'engueule, je repars au trot à la première occasion vers la prairie des 3 ormes, où se tient le plus souvent Madeleine, tricotant des chaussettes de laine pour son frère, le gars Georges. Un parapluie figé en terre la protège de la pluie ou du soleil, selon les cas. Ses nattes sont toujours ramenées par devant et coulent entre ses seins. Les yeux oscillent très vite quand je m'approche. Ils sont jaunes. Aujourd'hui, je suis plus généreux et je dirais qu'ils sont dorés. Je viens de m'asseoir à côté d'elle sans lui dire bonjour. Faites attention, monsieur Jean, mon frère n'est pas loin, à nuit. Il bine les betteraves. Il faut enfin que je l'embrasse. Mon bras passe par-dessus son épaule, ma main sournoisement descend vers l'aisselle, s'insinue quand le bout de mes doigts arrive au bord du sein. Madeleine les bloque, sans mot dire, en serrant le coude
contre les côtes. J'en suis pour mes frais. Vais-je lui tenir des propos fleuris? Quelle idée! Ne gâchons pas nos perles. Brusquement, je me décide et empoignant une natte, je tire la tête en arrière sans ménagement. Oui, fait-elle, avant que ma bouche ne gobe la sienne. Voilà donc qui est fait. Je m'accorde un bon point et retiens l'envie de m'essuyer les lèvres. Madeleine, remarque, vous avez de l'amitié pour moi, monsieur Jean? Amitié en patois craonnais, c'est le vocabulaire discret de l'amour. Non, je n'ai pas la moindre amitié pour cette fille. Je m'étire, je m'écarte un peu, enfin je la questionne. Tu n'es pas fâché, Mado? Un petit, répond-elle laconiquement. Mais ce disant, elle sourit, et comme elle sourit, je remets ça. Cette fois pourtant, sans vergogne, je saisis et je pétris le sein gauche, que je trouve un peu mou. Elle ne me prend pas le poignet, elle ne pense plus au gars, Georges, dont on entend cependant claquer le fouet. Je la lâche, par prudence, et je galope vers la belle Angérie. Je jubile. Freddy, qui depuis mon abandon, vagabonde seul, s'aperçoit de mon excitation et m'interroge. Alors, j'ai grande envie de le sidérer en lui disant que j'ai réussi, mais je suis encore plus vaniteux que vous ne le pensez, et je ne veux lui servir chaud que du réel. D'ici peu, avec le droit de s'embusquer à proximité pour contrôler mon triomphe, si le désire, disons seulement aujourd'hui, avec nonchalance, mon vieux, la nef est mûre. Non, plaisante Freddy. Généralement on dit la poire, les nefs, on les mange quand elles sont pourries. Je sais ce que je dis. Ma réponse n'a pu parvenir jusqu'au tympan de Folcoche qui survint à cet instant précis. Elle braille pour changer. Alors, toujours vos messes basses? Je te néglige, ma mère, depuis quelque temps, excuse-moi. Ce n'est pas mauvaise volonté de ma haine, mais je suis vraiment très occupée. Pourtant, je désire que tu t'y trompes pas. Ce que j'en fais, c'est sans doute pour satisfaire un instinct que l'âge développe et que nulle tendresse ne saurait canaliser vers les marais du sentiment. Mais c'est aussi contre toi, ne dis pas que cela n'a aucun rapport, tu n'es qu'une femme et toutes les femmes payeront plus ou moins pour toi. J'exagère. Écoute, l'homme qui souille une femme souille toujours un peu sa mère. On ne crache pas seulement avec la bouche. Et voilà ce jour du Seigneur, ce dimanche qui m'est dû, elle me foutra une paix royale, la mégère. Ibrahim Pacha, bien inspiré par Allah, vient de lui envoyer l'Égypte d'une précieuse sérille. Il faut qu'elle la classe et qu'elle la colle. J'ai posté Freddy à la rotte du jardin, tant pour contrôler que pour monter la garde. S'il y a péril, il doit siffler le « Di irae »,« Di ilea ». Pour ma part, je m'embusque sous le cèdre argenté où j'ai dernièrement déniché une couvée d'éperviers. La sortie des vêpres est sonnée depuis un quart d'heure. Madeleine ne saurait tarder. Madeleine arrive. Endimanchée, je la trouve moins appétissante qu'en sarrau gris. Son chapeau de paille s'adorne d'un ruban de velours cerise qui jure avec sa robe mauve achetée sans doute dans ce magasin de Ségré, qui s'est fait une spécialité des couleurs sucettes. Elle se doute bien que je dois l'attendre quelque part sous le taillis et marche doucement, comme une qui n'est pas pressée et qui cherche à se faire désirer un peu, point trop, car les gars, et à plus forte raison, les messieurs aiment bien qu'on les aguiche, mais pas qu'on les agace. Hep, Mado. L'interpellée s'arrête, regarde autour d'elle, m'aperçoit sur le cèdre, dont les dernières branches retombantes forment une sorte de dais. Hésite un peu, puis, serrant sa robe sur ses cuisses, se coule avec précaution jusqu'à moi. Comme d'habitude, elle est silencieuse. Que trouverait-elle à dire sous ces nattes? Il n'y a pas foule. J'ai préparé l'endroit, déblayé le terrain, équitablement réparti les aiguilles, elle n'a qu'à s'asseoir et à sourire. Prélude, ce qui m'a déjà été donné ne peut raisonnablement m'être refusé. Je touche donc mes redevances. Une demi-heure se passe en préparatifs. Un sifflement prolongé se fait entendre. Je dresse l'oreille, mais ce n'est pas le dit irae, c'est le père Simon qui rappelle ses vaches. Tout de même, ne lanternons pas, je n'ai guère plus d'une heure devant moi. Du sein gauche, ma main descend le long de la hanche. Passe sous la robe, j'arrive à la jartelle. C'est donc ça que vous voulez, à cette heure ? Nouveau prélude, au-dessous de la ceinture, nouvelle demi-heure, un pigeon fait du charme au-dessus de nous, dans l'arbre même où nichait l'épervier. Tu as de la chance, pigeon, que j'ai déniché l'oiseau de proie, mais celle-ci, qui se débat un peu sous ma serre, je te jure qu'elle ne m'échappera pas. Fin des préludes. Fin du chapitre 22.